Le film que vous allez voir retrace la formidable aventure du Global Green Advantage Project et de son fondateur, Mike J. Springfield. Pour commencer, il faut remonter aux origines de la vie de Mike. Mike J. Springfield est originaire d'un petit village de Nouvelle-Zélande où il a grandi en parfaite harmonie avec la nature. Petit troisième d'une famille de 8 enfants, il a l'habitude d'aller se baigner dans les innombrables cascades d'eau pure de la région et de courir dans les champs avec ses frères et sœurs pour confectionner des couronnes de fleurs multicolores. C'est là que se gravera à tout jamais et au plus profond de lui une insatiable soif de grands espaces, d'émotions fortes et ce sentiment si particulier de se sentir investi d'une mission protectrice de la planète. À 12 ans, Mike intègre le collège Milton Friedman de la ville voisine et se révèle d'ores et déjà doué pour les sports collectifs et l'esprit d'équipe. D'un caractère bienveillant et séducteur, il ne refuse jamais d'aider ses camarades de classe à comprendre ce qui, pour lui, est déjà de l'ordre de l'acquis. Ses capacités exceptionnelles de leadership n'en sont alors qu'à leur prémisse, mais elles ne tardent pas à se confirmer alors qu'il est élu délégué de classe 3 années d'affilée. Son humour et sa répartie font de lui un personnage très apprécié de tout le monde, et il ne tarde pas à fonder l'association des buveurs de sirop sans colorant, notamment avec la nièce d'Al Gore. C'est là une de ses premières initiatives écologiques, qui par la suite ne cessèrent de voir le jour. Au lycée, sidéré de voir la quantité de gobelets plastiques gaspillés aux abords de la machine à café, il lance son désormais fameux projet des navets dans nos gobelets. Et c'est là que le génie de Mike se révèle. Non satisfait de s'arrêter à la réalisation de plantons plantés dans des gobelets plastiques recyclés, il se monte une équipe et se lance dans leur vente sur les marchés. Pour Mike, c'est le début d'une convergence entre idéal et capital. En arrivant à l'université, Mike est submergé par ses idées novatrices et se donne comme objectif de produire une idée par semaine pour sauver le monde. Il réussit avec brio ses examens et se fait singulièrement remarquer avec son diplôme en Green Management sur le lift sharing, une variante du covoiturage qui propose d'organiser les trajets en ascenseur afin d'éviter que les personnes le prennent toutes seules. Car il faut savoir que si chacun arrêtait de prendre l'ascenseur en solo, l'énergie économisée permettrait par exemple à une famille guatémaltèque de chauffer ses tortillas pendant une semaine. L'aventure du Global Green Advantage Project peut alors commencer. Occupé à cueillir des noix de coco sur une plage de Thaïlande, au cours d'une année sabbatique bien méritée, Mike assiste à la destruction de la région par le célèbre tsunami de 2004. Médusé par l'étendue des dégâts, un précepte se révèle alors à lui. Les crises d'aujourd'hui feront la croissance de demain. Et Mike n'y va pas par quatre chemins. Il ne faut pas se contenter de retrousser nos manches et de reconstruire ce petit bout de paradis. Il faut en profiter pour lui en foutre sous le capot. C'était l'occasion de remplacer les pittoresques bicoques de Pécor par de véritables Lamborghini de l'hôtellerie. Son slogan, Business et Utopie, allait désormais guider sa quête d'un monde meilleur. Dès lors, Mike bondit alors sur chaque crise comme le guépard sur la gazelle. En 2006, il lance le projet des 100 tafs pour nos piafs. Une initiative remarquable, employant des chômeurs néo-zélandais pour nettoyer les plages souillées du golfe du Mexique suite au naufrage de la plateforme BP. En 2008, son cousin Brad participe au montage du site Havas. Mike propose alors une application iPhone permettant de signer automatiquement les pétitions, dont les causes correspondent avec les préoccupations que les gens mettent en avant dans la case engagement de leur profil Facebook. Le terreau est en place pour atteindre rapidement le milliard de membres. Encore un sacré succès. En 2011, la catastrophe de Fukushima lui inspire de nouvelles perspectives. Il collabore avec la société Micropure pour assainir leurs fameuses algues à sushi et relancer une filière qui avait soudainement perdu de son prestige. Pour Mike, il faut dédiaboliser le fait que c'est la fin du monde. Un bon coup de Karcher et c'est reparti. En 2013, Mike fonde le Global Advantage Foundation qui servira désormais de base opératoire à ses projets développant ses activités sur 3 axes principaux. La lutte contre la pauvreté, le Global Poverty Advantage, l'égalité homme-femme, le Global Gender Advantage et évidemment l'axe environnemental avec le Global Green Advantage. C'est alors en 2015 que suite à des vacances en Suisse dans son chalet de Zermatt, Mike est frappé par le recul du glacier du Rhône et décide d'intervenir. Il initie alors son dernier projet, de la glace pour nos glaciers. Mais écoutons plutôt Mike nous en parler. Avant, le monde était beaucoup plus sauvage, plus vierge, plus blanc. Voici le glacier du Rhône il y a 12 ans, en 2003, juste avant la canicule. Voici exactement le même glacier aujourd'hui. Cette photo date du mois de juillet 2015. En Suisse, comme en Nouvelle-Zélande, nous venons tous du froid.
il fait partie de notre culture. Sans le froid, la Suisse n'est pas vraiment la Suisse. Mais à l'échelle globale, sans le froid au nord, le monde ne serait plus vraiment le monde. Sans le froid, pas de chaud. Sans le nord, pas de sud. Une véritable perte de repères. Alors moi, Mike, je me suis mis à observer les animaux. Vous savez, les animaux sont comme les enfants. Souvent, la vérité sort de leur gueule. Ils ont des sortes d'intuitions universelles, parce qu'ils sont plus en lien avec la Terre. J'ai vite compris qu'il se passait quelque chose, qu'il se faisait du souci quant au devenir de la planète. Enfin, une nuit, j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, je me levais la nuit. Il faisait une chaleur moite, étouffante. Je mourais d'envie de manger une bonne glace bio. Alors je me suis dirigé vers le congélateur. J'ai saisi une glace que j'ai commencé à manger. Mais elle me fondait dans les mains. Je n'arrivais pas à en prendre dans la bouche. Une flaque se formait à mes pieds. Ce rêve était en fait un cauchemar. J'ai lâché la glace par terre qui fondait comme un glacier. Une profonde tristesse m'envahissait. Je pensais à tous ces pingouins orphelins de leur banquise. Alors j'ai saisi une autre glace dans le congélateur. Et là, rebelote. Horrifié, je me suis dit que ça ne pouvait plus continuer comme ça. J'étais devant ce congélateur plein de givre et tout d'un coup, une idée a commencé à germer. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Là-bas, la glace disparaît, ici on la jette comme de la mauvaise herbe. Là-bas, le climat devenu fou s'attaque au glacier. Ici, la glace s'attaque à mon congélateur. Il faut faire quelque chose. Alors je me mets en contact avec une équipe de chercheurs de l'EPFL, alors occupés à mener des recherches sur l'addiction de jeunes pingouins au jeu. Je les convainc bien vite de la priorité de ce projet. Un prototype est aussitôt imaginé, permettant de récolter facilement la glace de congélation. Ce petit système ingénieux permet d'alléger le travail de madame et de faire un geste pour nos glaciers, comme vous allez le voir, parce que, et c'est là que la chose devient intéressante, la glace, une fois récoltée, est mise dans des bacs de tri, semblables à ceux que l'on utilise pour le tri de nos déchets domestiques. Tout cela est ensuite acheminé grâce à des pousse-pousse, tirant des remorques, jusqu'à des centrales de stockage situées sous la gare, grâce à un ingénieux système de tuyauterie avec des codes couleurs. De là, un train au design futuriste sera chargé de toute cette matière revalorisée. Voici le prototype de train en question. Comme vous pouvez le voir, il s'agit bien évidemment d'un train vert. Je veux dire par là que toute l'énergie nécessaire à son fonctionnement viendra de panneaux solaires disposés sur le train lui-même, ainsi que le long des voies. Par ailleurs, et c'est là que ça devient sacrément ingénieux, le train est surmonté d'éoliennes. Lorsque celui-ci atteint une vitesse suffisante, les hélices sortent de leur compartiment et réutilisent le vent que produit le déplacement du train pour produire encore plus d'électricité. Verte, bien sûr, en route vers les sommets. Le train prendra de la hauteur pour finalement arriver à sa destination finale aux abords du glacier du Rhône à une altitude de quelques 2500 mètres. La gare d'arrivée, dessinée par Jean Nouvel, le célèbre architecte, accueillera environ 2 tonnes de glace par trajet, ainsi que 128 passagers qui pourront aller visiter le chantier de reglaciation. Jean-Claude Gandur, pionnier de l'extraction minière équitable, a tout de suite été enthousiasmé et m'a déclaré en regardant la maquette du projet « J'ai exactement ce qu'il vous faut ». Alors là, je lui ai dit « Wow, mollo Jean-Claude ». Mais l'intention était là, et l'utopie à portée de main. Jean-Claude a vraiment de sacrés engins qui aident l'Afrique à sortir de son ornière. Firmenich, les leaders des bonnes odeurs, mettront tout leur savoir-faire à disposition pour lutter contre les mauvaises odeurs que parfois nos frigos génèrent, avec leur fragrance air pur créée spécialement pour l'occasion, et qui sera disséminée sur le glacier grâce à des canons odorants. À terme, Nicolas Hulot, le pionnier de l'écologie, prévoit de ramener des ours du Groenland pour les réintroduire et ouvrir un parc animalier de sauvetage des espèces menacées afin de sensibiliser l'opinion publique. Sur le chemin, Yann Arthus Bertrand en personne, avec son hélicoptère photographique, va immortaliser le premier trajet. Un hôtel permettra ensuite d'accueillir les nombreux touristes. La
chaleur produite par l'hôtel, ainsi que par un vaste système de panneaux solaires et d'éoliennes vertes, permettra de chauffer une serre tropicale dans laquelle s'ébroueront les espèces menacées des climats tropicaux. Ainsi, toute la biodiversité menacée sera réunie sur ce coin de glacier utopique. Quelle belle image! Ce projet verra le jour grâce au concours des plus grands philanthropes, hommes et femmes dont l'engagement environnemental et la sensibilité au règne animal ne s'est jamais démenti. Des personnalités engagées qui ne lésinent pas lorsqu'il s'agit de concilier idéal et capital. Il s'agit de jeter ensemble les jalons de l'avenir que nous souhaitons à nos enfants, afin de ne pas rougir lorsqu'ils nous demanderont pourquoi nous n'avons rien fait alors que nous savions.